Drôme qui est plus une présentation orale et Guylaine Labeur qui va aussi nous présenter ce film, je crois. Guylaine va faire avancer les diapositives. Merci Ariane, merci Guylaine pour le service. Je me fais le modeste porte-parole de notre président Laurent Bailleul, qui malheureusement est empêché ce jour. C'est dommage, il a un tel portrait, il aurait pu être présent puisqu'il sera parmi demain. Donc je me propose d'évoquer très brièvement l'activité de l'association dont vous êtes déjà familier depuis quelques années maintenant grâce à l'invitation fournie de la DGAC. Sur le précédent, oui, c'est la bannière en cours, on essaye de la varier, donc c'est la bannière d'accueil de notre site web. Je voulais en dire deux mots. C'est une photographie issue du fonds René Crozet. René Crozet était un amateur et qui nous a laissé un témoignage historique écrit et photographique absolument ahurissant. Sa famille avait eu bon goût de faire don de l'ensemble de cette collection immaculée à l'Onera de Lille, qui avait à son tour eu l'extrême bon goût de le conserver. Et il y a quelques années, l'Onera de Lille nous a concédé par convention la responsabilité autant de préserver ce fonds que d'en assurer la numérisation et la promotion également. Alors, cette photo est étonnante, dont vous reconnaissez tous le delta païen, très emblématique, à l'issue du vol de présentation qui avait eu lieu au cours du Salon du Bourget. Et il y a plusieurs images dans ce reportage, occasion de noter que l'expo statique que nous connaissons tous bien se faisait à l'époque sur de l'herbe, il n'y avait pas de goudron en dessous des machines. Et pourtant, cette photo est contemporaine. Donc nos activités 2017 ont déjà démarré, nous venons de clôture, nous sommes en train de fermer le 4e mois de cette année. Nous avons réussi à être encore à jour, puisque en avril, nous avons pu publier notre numéro 61 du magazine Ancien Aérodrome. Ce numéro 61 est en fait un magazine électronique qui est disponible à travers notre site web. Ce n'est jamais qu'un magazine qui est totalement virtuel. C'est un ensemble de liens qui permet une sélection d'articles qui sont présents dans notre site et c'est en fait un guide à la consultation de notre site. Alors, quand vous êtes sur la page d'accueil de notre site, là, que j'évoquais il y a quelques instants, il faut imaginer qu'il y a 550 pages qui suivent. C'est devenu, notre site, en très peu de temps, est devenu un énorme ouvrage en lui-même. Et malheureusement, il y a dedans à peu près 10% de ce que nous détenons tous, soit pour partie privée, soit pour partie collective. Et nous voyons arriver des dons tous les jours. Alors, heureusement, nous avons des staccanovistes du scan, mais il faut que la machine suive. Alors, je fais cette petite incise électronique parce que ma présentation brève de ce matin a deux volets. Le volet actu et puis le deuxième qui sera illustré par Guylaine et qui va challenger notre activité parce que l'innovation est galopante et malheureusement elle nous concerne aussi. Alors, je dis malheureusement parce qu'on ne se repose jamais, ce qui quelque part est extrêmement riche mais aussi peut-être un peu fatigant. Donc dans notre nouveau magazine qui est actuellement en ligne, tu peux passer à la diapo suivante, et bien vous aurez un récap de ce que nous avons su faire depuis janvier. Ça a commencé très tôt, à la mi-janvier. Je tiens à remercier M. Guéraud qui est ici parmi nous, qui a su nous accueillir chez Aéroport de Paris, à Orly Park, pour visiter la collection de mémoire patrimoniale, tout à fait remarquable. On se souvient bien, il faisait très froid. Ça s'est suivi la semaine d'après d'une formation interne web à Merville, parce que s'il y a de l'électronique, s'il y a de la numérisation, il nous faut de plus en plus de bras. Donc de bonne volonté surtout pour transférer tout ça et en permettre une mise à disposition. Ensuite, il y a eu un temps très fort, c'était le 10 mars dernier, puisque bien que la réunion n'a duré que 24 heures, en 24 heures nous sommes partis sur 4 sites. Ça a démarré le vendredi avec un accueil à l'Onera à Lille, à Ronchin. Le soir même, nous étions à l'IAAG, Institut Aéronautique, à Maury-de-la-Grange, à Merville, pour la présentation de notre dernier ouvrage, qui est une réédition en fait,
Merville-Calonne, qui avait été épuisé et qui a été republié en version augmentée. Et le lendemain, nous avons eu, donc dans le même cycle de 24 heures, le lendemain matin, nous étions dans la forêt d'Ouzbek, je crois, pas très loin de Merville, pour voir un site V1. Et l'après-midi, nous avons franchi la frontière belge pour aller visiter un centre de commandement de l'OTAN. Au niveau des activités majeures, ce que nous avons eu, notre responsable relations publiques nous permet de vous présenter notre réédition de Merville-Calonne dans la collection Aérodrome. Et ensuite, nous avons eu une inauguration de plaques, c'était en Picardie également. Et enfin, une réunion interne qui nous a permis d'établir au cours de ce mois d'avril la liste des meetings qui est donnée ici dans le tableau, donc d'ici à juin jusqu'à la fin du premier semestre. Et puis à partir de juillet, nous conclurons très probablement en octobre par notre prochaine Assemblée Générale. Je voudrais dire deux mots en raccord avec très impressionnante présentation de la communication sur Pégou, aussi parce que vous avez l'air d'avoir une activité débordante. Nous sommes plus nombreux, mais nous n'en faisons peut-être pas autant. Enfin bref, en mai, nous allons honorer aussi un as de la Première Guerre mondiale. Il s'agit de René Dorme, le père Dorme, qui est tombé le 25 mai 1917. C'était dans la banlieue de Reims, près du fort de la Poubelle, pour ceux qui connaissent. Alors malheureusement, cette année, pour des raisons électorales, on est en période de réserve électorale, donc il ne pourra pas y avoir, on ne pourra pas lui rendre l'honneur du ticket militaire. Néanmoins, le lundi 22 mai prochain, il y aura une manifestation, une commémoration sur la base aérienne de 107 du Villacoublay, parce qu'elle porte le nom de parrain de René Dorme. Le jeudi 25, il y aura une très discrète dépôt de germes à la Pompelle, et la vraie commémoration, ce sera une répétition, aura lieu le samedi 1er juillet, puisque le 1er juillet, vous avez le deuxième meeting de la FOSA, de l'armée verte, sur la base aérienne 113, et les organisateurs de la commémoration René Dorme ont souhaité profiter du passage de la PAF, qui sera pas loin à Saint-Dizier, pour rendre hommage à René Dorme, donc le 25 mai 1917. Voilà. Donc ce sont les 4 meetings qui sont devant nous. Il y en a 5 en fait, Amiens et Bordeaux. Bordeaux, premier meeting FOSA. L'affaire Calais, bien entendu, le rendez-vous annuel où chacun se doit d'aller. Et puis ensuite, nous serons à Soissons, puis à Saint-Dizier, comme je le disais il y a quelques instants. Nous prendrons ensuite un autre cycle, le deuxième semestre, avec la suite des événements. Tu peux passer au transparent suivant. Donc nos activités sont surtout centrées sur la publication, parce que faire des choses c'est bien, témoigner c'est mieux, et puis disséminer, distribuer, promouvoir c'est encore meilleur. Donc nous avons en cours plusieurs ouvrages en cours de publication. Les opus 5 et 6 de notre atlas 14-18 qui nous permettent de compléter le front ouest de la guerre 14-18, puisque cette année nous publions le Nord, qui est en cours de finalisation, département du Nord, ce qui sera suivi du 6e atlas, département du Pas-de-Calais. Alors malheureusement c'est inflationniste, puisque c'est beaucoup de terrain. Le Nord c'est 220 aérodromes, c'est absolument énorme. Mais nous avons aussi cette collection terrain. Dans la collection terrain, nous avons 2 ouvrages en cours qui sont Orléans et Bretigny, qui sont en termes de publication au coude à coude, et d'autres manuscrits nous sont parvenus qui sont en cours d'évaluation, notamment celui sur Pau. Donc nous avons bon espoir de remplir le contrat de publier 3 nouveaux ouvrages en 2017, et on sait qu'on en fera au moins autant en 2018. Maintenant, nous pourrions être satisfaits, mais nous sommes en fait interpellés, je vais passer la parole à Guilhem, par de nouveaux horizons, car l'innovation galopante nous a rattrapés, cher Guilhem, et tu nous en dire 2 mots. Merci. Oui, merci. Donc Guilhem Labeu, ancien aérodrome, mais j'ai aussi une casquette aviation civile, puisque je travaille au SNIA, qui est le Service National d'Ingénierie Aéroportuaire, qui est un peu l'héritier des bases aériennes, pour ceux qui ont connu cette époque. Alors, au niveau de l'association, on souhaitait vous faire partager tout simplement
une connaissance, des expériences qu'on a soit menées nous-mêmes, soit menées en partenariat avec d'autres services comme le SNIA, avec l'INPI, vous allez voir. Et l'idée, c'est voilà, un échange en vue de la table ronde aussi. Qu'est-ce qu'une association comme la nôtre peut apporter, ne serait-ce qu'en termes de connaissances, de synergie à d'autres acteurs. Voilà. Donc vous avez sans doute entendu parler de réalité virtuelle, soit dans votre milieu professionnel, soit à titre personnel. J'ai rapporté là un casque qui vaut pas très cher. Vous avez peut-être déjà vu des casques de réalité virtuelle en carton, ça existe. En fait, ce sont juste des lunettes stéroscopiques dans lesquelles on vient mettre un téléphone. Un casque, on met le téléphone dedans, on le referme. Voilà, ça c'est on va dire un des degrés zéro que vous commencez à voir peut-être en vos enfants, petits-enfants, vous voyez, une sorte de casque pas très esthétique. Voilà. Donc on souhaitait un petit peu vous montrer l'expérience qu'on avait à ce niveau, parce que ça va très vite. Ça peut impressionner comme voilà. Et donc c'est juste on va dire une sorte de partage d'expérience. Voilà. Alors, je vais vous montrer 2 films à la fin. Je vous montre un petit peu un panorama rapide de ce qui a pu être fait dans le domaine. Donc il y a quelques années, à la suite de la démolition du hangar Caco à Bron, on a fait modéliser donc en 3 dimensions le hangar avant qu'il soit détruit. Et donc la notion de réalité virtuelle, après, on part d'un objet qu'on a modélisé en 3 dimensions. Donc ça, vous avez déjà dû voir des modélisations, il y a différents logiciels, il y en a même beaucoup. L'apport de la réalité virtuelle est de mettre ça dans un environnement immersif, donc de mettre un casque et de pouvoir tourner la tête, on voit tout en 3 dimensions. Donc on passe de la 2D à la 3D dans un casque. C'est pas très compliqué. Le problème est le passage du logiciel 3D au casque. Et c'est pas si simple. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est intéressant de voir les initiatives qui ont été faites. Voilà. La modélisation virtuelle est en ligne sur Internet. Le passage sur le casque, aujourd'hui, est sur le point d'être résolu avec différentes possibilités de casque. Je vous montre là une réalisation qu'on a faite entièrement en interne avec un de nos membres qui est hollandais, je crois, qui travaille sur un logiciel on va dire d'amateur, hein, qui s'appelle SketchUp, qui est gratuit. Donc il modélise, là il a modélisé l'aérodrome de Merville-Callum durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, notamment on va dire les pistes, les hangars en T, les hangars allemands. Et donc là, on peut le mettre dans un téléphone et dans le casque de réalité virtuelle et se promener donc sur l'aérodrome de Merville-Callum en 1945. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui fonctionnent aujourd'hui, qui sont assez simples à faire au niveau associatif. Qu'on commence à montrer maintenant, enfin on essaie de montrer dans les meetings, des téléphones sur un meeting, plusieurs téléphones, parce que le temps de les recharger, ça peut poser quelques problèmes. Voilà. Donc ça, c'est, on va dire, des choses qui sont faites, qui peuvent être faites au niveau de n'importe quelle association, on va dire. Et au niveau d'anciens aérodromes, on commence effectivement à développer, à expérimenter. Je pense qu'Henri Conan vous parlera aussi peut-être de projets. Et je pense qu'il y a beaucoup de projets qui se profilent. Voilà. Je vais aborder 2 autres réalisations qui sont un peu plus poussées pour vous montrer ce qui peut être fait à l'heure actuelle. La première a été faite par l'INPI, donc l'Institut national pour la propriété industrielle. Elle a été présentée à la semaine de l'innovation publique, donc une semaine pour les services de l'État pour montrer on va dire, leur savoir-faire en termes d'innovation. Alors c'est une démonstration un petit peu ludique, mais qui s'appuie sur donc l'INPI a le brevet d'invention de l'avion d'Adair en 1990. Je crois que c'est la première fois que le terme avion a été employé dans un document. Et donc l'INPI s'est un petit peu amusé avec une start-up pour développer un outil de réalité virtuelle. Donc vous allez en voir un film tout à l'heure. Et deuxième réalisation, donc là j'en suis un petit peu à l'origine. Donc ça c'est au niveau des 50 ans de
la tour de contrôle Orly, qui ont été effectuées en 2016 avec l'organisme, donc le service de navigation aérienne de la région parisienne. On a souhaité marquer un petit peu le coup en développant un outil, d'abord à titre professionnel, qui reconstitue une vigie provisoire située sous la vigie d'Orly, et en même temps en modélisant l'ensemble de la plateforme. Donc c'est un outil de réalité virtuelle, on met un casque et on se retrouve totalement immergé dans un poste de contrôleur aérien. On peut s'asseoir, les distances sont, on va dire, réelles, on peut décrocher le combiné, on peut bouger les écrans, on peut regarder l'aéroport à 360 degrés, et on peut surtout se déplacer dans un espace de... Le petit bonhomme que vous voyez à l'écran, là, en bleu, là, avec le pantalon blanc, là, donc ça représente un espace de démonstration de 5 mètres par 5 mètres. Voilà. Donc sur 5 mètres par 5 mètres, on peut faire le tour de la ville. Voilà. Je vais passer au film, comme ça vous verrez un peu mieux. Je vais commencer par Orly, comme ça vous verrez l'installation avec le casque de réalité virtuelle. Juste, Ariane, est-ce qu'on pourrait baisser la lumière? Non. Est-ce que quelqu'un dans la salle... Ça sera un petit peu sombre. Oui, alors je vous disais, j'en profite, la mission mémoire, les 50 ans de la tour de contrôle Orly. La tour a été construite quelques années après l'aérogare. Il y a un véritable enjeu pour les bâtiments de la DGAC. Alors là, je reprends ma casquette, on va dire aussi SNIA. Nous avons des tours de contrôle qui ont 50 ans. C'est on va dire, c'est un des rares, Orly est un des rares aéroports à avoir une tour de contrôle en activité, en exploitation, qui a 50 ans. Il y aura bientôt Roissy, la tour centrale, d'autres bâtiments emblématiques de l'aviation. Ces bâtiments sont à terme, on va dire, il y a des réflexions au niveau contrôle aérien sur les remote towers, enfin le contrôle en dehors d'une vigie. Il y a des enjeux de conservation, ou en tout cas de penser quel est le patrimoine de demain. Vous n'imaginez pas Orly sans sa tour de contrôle aujourd'hui, et demain les aéroports n'auront peut-être plus dans 20 ans de tour de contrôle. En tout cas aujourd'hui on sait faire, mais il y a des questions d'image, d'architecture, de patrimoine qui vont se poser. Je pense qu'il faut être présent, regarder ce qui se fait, en n'oubliant pas que ce sont des bâtiments techniques, mais qui ont un potentiel architectural et patrimonial extrêmement important. Voilà, donc ça c'est un petit message à côté. Merci pour la régie. On y va, je vais enlever le son. Au début, c'est juste le projet professionnel, donc la partie de ce qui va être réalisé cette année d'ailleurs. Voilà, là vous voyez un personnage avec un casque et deux petites manettes. Voilà. C'est la vue à gauche que vous voyez quand vous mettez le casque. Voilà. On peut se déplacer soit en marchant, comme fait l'opérateur, soit en se téléportant, en cliquant comme une sorte de joystick, on vise le sol et on se téléporte. Là, l'opérateur va s'asseoir, comme s'il était un contrôleur aérien, et va faire des opérations de manipulation d'écran, d'haut-parleurs. Voilà. On n'a pas tout modélisé, mais aujourd'hui, ce sont des modélisations qui sont réelles. Là, il bouge les plastic view. On pourrait le faire depuis un bouton. On passe en mode nuit. Voilà, pour ceux qui connaissent Orly, on se situe sous la vigie. Donc là, on est dans la vigie rénovée. C'est un peu sombre. Mais là aussi, même système, on a modélisé de façon réelle le projet de rénovation de la vigie qui va être réalisé l'année prochaine. Et alors, juste pour montrer le potentiel de ces outils, parce qu'il y a le côté un peu plus ludique, c'est qu'on peut aller se promener sur la terrasse de la vigie et observer tout l'aéroport, tout en ayant une démarche voilà, on peut marcher. C'est ça la différence. Avec ce casque, ce système-là, vous avez un casque, donc
ça, c'est pas du tout cette gamme-là. Donc c'est des casques qui coûtent à peu près 1000 €. Et vous avez deux trackers, enfin deux petits, pas des caméras, mais c'est deux petits capteurs qui vous repèrent dans l'espace. Voilà. Donc vous pouvez évoluer dans une salle, marcher. Quand vous approchez d'un mur, vous voyez dans le casque une sorte on va dire de grille qui vous dit attention, là il y a un obstacle. Mais vous pouvez marcher. Donc ça change complètement l'expérience. Vous pouvez vous asseoir. Quand vous asseyez par terre, dans la réalité virtuelle, vous êtes aussi par terre. Vous pouvez faire des mouvements. Voilà, c'est assez impressionnant. Pour votre information, cette modélisation-là, on a le matériel qui va avec. Donc, il suffit d'un ordinateur assez puissant, une carte graphique assez puissante et ce casque. On l'a au niveau du SNIA, on l'a au niveau de l'organisme d'Orly. On réfléchit à voir si on peut en acquérir au niveau d'anciens aérodromes. Voilà, ce sont des technologies qui vont très très vite envahir nos environnements professionnels, on va dire, même si ça évolue très vite. Et alors, le deuxième film, vous ne verrez pas le casque, mais vous verrez le résultat à l'intérieur du casque. Donc ça a été réalisé par l'INPI. C'est quelque chose qui mérite, voilà, c'est assez ludique, ça mérite le détour. Il faut encore assembler les dernières pièces. Après plusieurs mois de travail acharné, l'avion est prêt pour son premier vol. Prêt? Enfin presque. Il faut encore assembler les dernières pièces avant de prendre les commandes. Je ne vous ferai pas trop de commentaires parce que c'est l'INPI qui l'a développé, mais voilà, sur l'aspect historique. Excellent. Avec ces manivelles, je vais diriger l'avion comme je veux. Non, cette hélice est bien trop lourde. Parfait. Cette hélice est légère comme une tour. Impeccable. Les ailes sont aussi souples que celles d'une chauve-souris. Sacrebleu, c'est beaucoup trop rigide. Grâce à ces bonbonnes, le moteur à vapeur fournit la puissance de 20 chevaux. Ça y est, allons sur la piste. C'est parti. Je vais juste accélérer, donc là on s'envole, je pense que on a un bon problème au niveau historique. Voilà, et pour remonter la galerie, c'est un petit peu... Voilà. Juste pour... voilà. Pour conclure sur la présentation, au niveau association, on a dit, hein, on était fournisseur de contenu historique, on va dire, on peut aider à ce niveau-là. On était à la fois producteur de données, donc en 3 dimensions, Merville, on a tout modélisé. On est aussi utilisateur, puisque ces outils-là, même si nous ne les avons pas conçus, pour certains, on est très intéressé pour les diffuser, voilà, pour être un canal de diffusion, soit sur des meetings ou sur des opérations. Voilà, donc en vue de la table ronde, il y a quand même beaucoup de synergies à développer. On peut s'appuyer sur les associations sans problème. Il y a des questions logistiques qui se posent. En tout cas, c'est intéressant si vous avez des infos, des demandes ou des connaissances de ce genre d'outils, ça nous intéresse, nous, à notre niveau, beaucoup. Je terminerai par la réalité augmentée. On ne présente pas aujourd'hui. Certains disent que la réalité virtuelle est la révolution du XXIe siècle. D'autres disent, comme Apple, que ça n'a pas d'avenir. D'autres ne misent que sur la réalité augmentée. Là, vous avez bien vu, virtuel, on parle de 3 dimensions. On peut aussi regarder dans un casque des visites virtuelles d'appartements qui sont purement des photos. L'idée de la réalité augmentée, et c'est peut-être là où il va y avoir encore un gap supplémentaire, c'est
de rajouter sur du réel, de rajouter des éléments en 3D d'explication. Et ce qui nous intéresserait beaucoup au niveau d'anciens aérodromes, qui sera un gros parallèle avec les atlas 14-18, avec nos ouvrages sur les terrains, c'est d'arriver sur un terrain qui est repéré sur un atlas, de mettre un casque ou la solution qui existera en temps voulu, et de voir à la fois, soit sur un casque, soit sur une tablette, de voir le terrain d'aujourd'hui, et avec incrusté dessus, on va dire, les éléments historiques qui étaient là en 14-18 ou en 39-45. Voilà. Donc ça commence à se faire. Il y a des entreprises qui sont surtout sur le domaine culturel, mais qui commencent à faire ça. Je crois qu'il y a une réalisation pour 39-45. Merci beaucoup, Willem. Je crois qu'on peut applaudir le travail que vous avez. On est vraiment à la croisée des mondes et ça me fait plaisir que le patrimoine aéronautique soit interpellé par ces dimensions virtuelles. On en reparlera pendant la table ronde. J'aimerais